Imagine un peu la scène. Un mec qui a la quarantaine, qui va voir son médecin, ses analyses sanguines sont posées sur le bureau, les chiffres s'alignent parfaitement dans la petite colonne verte. Tu sais, ce fameux bilan de santé que l'on fait. Le médecin, lui, sourit, referme le dossier et lui dit que tout est normal. Sauf que cet homme est épuisé dès le réveil, qu'il est irritable en permanence, que sa libido a complètement disparu et qu'il cumule de la graisse autour du ventre. Il ne comprend pas pourquoi et il ne sait pas pourquoi ça persiste. C'est le paradoxe que l'on voit tout le temps en fait. Comment la médecine clinique peut-elle déclarer normal un corps qui, de toute évidence, crie au secours? Ce décalage, ça illustre parfaitement le piège des moyennes statistiques en médecine d'aujourd'hui. Je t'explique. Eh bien, en fait, il y a un gouffre monumental entre l'absence de pathologie clinique, donc de le fait de ne pas être techniquement malade, et le fait d'être vraiment en pleine possession de sa vitalité biologique. Donc, sur le bout de papier, ça dit juste que la machine n'est pas en panne, mais ça ne dit absolument rien sur la puissance du moteur. Et c'est exactement le point de départ de la vidéo d'aujourd'hui. Je suis Rodrigue, naturopathe spécialisé dans la santé masculine et l'objectif de cette vidéo est de comprendre le mécanisme qui est massivement ignoré par les magazines de santé traditionnels. On va parler de l'impact direct de la nutrition sur la testostérone et sur la libido masculine. Mais attention, là, il ne s'agit pas de désir ici. C'est une notion qui est beaucoup plus large que ça. Et il faut comprendre que la testostérone, c'est un marqueur central de la vitalité globale de l'homme. Je te donne un protocole simple, directement applicable, pour reprendre le contrôle de ta biochimie. Du coup, pour reprendre le contrôle, il faut d'abord comprendre la destruction insidieuse que cela opère au quotidien. Et pour cela, je vais te raconter une anecdote personnelle. À 37 ans, j'incarnais le profil typique du cadre dynamique, des nuits de 7 heures, un poste à responsabilité dans le marketing. En apparence, le gars, il gère tout et le mode de vie est, on dirait qu'il est fonctionnel. Mais en réalité, et surtout en coulisses, tout n'était pas du tout ça. C'était vraiment un désastre. En fait, je me réveillais fatigué dès le réveil. J'avais du stress qui était omniprésent, qui s'arrêtait jamais. L'alimentation, elle était chaotique, qui était toujours en mode urgence. Et j'avais toujours ce café qui était calé au saut du lit pour pouvoir me booster. Ensuite, l'après-midi, je mangeais de la bouffe industrielle, soi-disant pour gagner du temps. Et le soir, le grand classique, ouais, le triptyque tapas, plat préparé et alcool pour faire redescendre la pression. En regardant le tableau, on pourrait se dire que c'est juste du mauvais équilibre calorique. Mais il y a un truc qui est beaucoup plus grave. Pourquoi mon corps faisait ça? Voilà ce que personne ne m'avait expliqué. Déjà, dès le matin, lorsque je me levais avec un café à jeun, ça fait flamber le cortisol, l'hormone du stress. Et si tu fais suivre ça avec une alimentation ultra transformée avec de l'alcool le soir, tu envoies des directives hyper claires à ton système endocrinien. Il te dit en gros, attention, conditions extérieures non stabilisées. Là, c'est la crise et priorité à la survie. D'où le mode survie. Et dans ce contexte de survie, la reproduction, la libido, la vitalité, tout ça, ça devient des fonctions de luxe, donc non essentielles. Donc ton corps met littéralement la production de testostérone en veille. C'est fou, non? Juste pour que tu comprennes, je te rappelle que le cycle biologique masculine, c'est un cycle qui est court, il est de 24 heures. À l'inverse de celui des femmes, lui, qui est de 28 jours. Et la testostérone, elle est fabriquée à 95% par les testicules. Et les 5% restants, elle est faite par les glandes surrénales qui se trouvent, comme son nom l'indique, juste au-dessus des reins. La testostérone est une hormone stéroïdienne. Et sur le plan moléculaire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est synthétisée à partir d'une brique de base bien précise. Et cette brique, c'est le cholestérol, le gras. Pour que tu visualises vraiment ce qui se passe, je vais prendre une image qui pour moi est tout à fait claire. Mais dis-moi en commentaire si ça tient la route. Imaginons que le corps masculin est une usine d'assemblage automobile. Et que l'usine elle-même, ce sont tes testicules. Les ouvriers sur la chaîne de montage, on va dire que c'est le sommeil de qualité qui fait le travail de production. Mais les camions de livraison à l'extérieur représentent l'alimentation. Si ces camions arrêtent d'apporter l'acier de construction, donc le cholestérol, donc les acides gras essentiels, l'usine peut être en parfait état et les ouvriers peuvent être en super repos. Mais il n'y a aucune voiture qui sortira de la chaîne.
Donc ça veut dire quoi? Zéro testostérone. Et si on repense aux 40 dernières années de recommandations diététiques avec le mode absolu de produits allégés et la guerre déclarée contre le gras, c'est l'impression, enfin moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, on a organisé un sabotage à l'échelle industrielle sur l'usine hormonale. L'image du camion de livraison est hyper pertinente parce que c'est là que la diabolisation des graisses a fait des ravages physiologiques. Parce qu'en supprimant les graisses de qualité, on les a remplacées par des glucides raffinés. Et c'est le genre de produits sans gras bourrés de sucre. Tu sais, ces fameux yaourts 0%. En fait, on a privé l'organisme de sa matière première hormonale tout en augmentant l'inflammation cellulaire. Ce manque va bloquer littéralement les cellules au niveau des testicules qui va générer la production de testostérone. Et les conséquences sont systémiques. Ça ne touche pas que la libido, loin de là. La baisse de testostérone entraîne une fonte de la masse musculaire, une perte de la densité osseuse et surtout, et ce qu'il y a de plus grave, c'est une chute de la sensibilité à l'insuline. Cette résistance à l'insuline, ça va s'expliquer par cette fameuse graisse abdominale tenace chez les gars épuisés. Et là, on va se retrouver dans un cercle vicieux. Le corps gère très mal le sucre, donc il va stocker directement sous forme de graisse en attendant, autour du ventre, en attendant d'être utilisé. Mais attention, cette graisse, elle n'est pas juste là, elle n'attend pas juste passivement d'être utilisée. C'est carrément un organe endocrinien très actif. La graisse abdominale contient une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Et le rôle de cette enzyme, c'est de convertir la testostérone restante en oestrogène. Oui, oui, tu l'as bien entendu, la testostérone se transforme en hormone féminine. Non seulement l'usine produit très peu à la base, à cause de la mauvaise bouffe, du sommeil, etc. Donc il y a très peu de testostérone qui réussit à sortir, et cette très peu de testostérone se transforme en oestrogène directement via le gras sur le ventre. Donc clairement, c'est un désastre. Et c'est la double peine. Donc c'est ce qui détruit la motivation, les prises de décision, l'énergie au quotidien. Donc, et maintenant, comment on remet les bons matériaux dans les camions? Ce n'est pas juste une liste de courses, c'est surtout une stratégie qui est simple à mettre en place et que tu vas pouvoir utiliser tout de suite pour pouvoir avoir des effets concrets. Tout d'abord, le constructeur de la testostérone, c'est d'abord un apport de matières premières physiques. Et la première chose, ce sont les graisses et d'avoir du bon cholestérol. Donc ça, tu vas les trouver dans les œufs, mais dans les œufs entiers. Pendant des années, la mode chez les sportifs, c'était d'isoler le blanc pour les protéines pures et de jeter les jaunes. Jeter les jaunes, d'un point de vue hormonal, c'est un contresens. Parce que les jaunes, en fait, contiennent des vitamines liposolubles essentielles. C'est-à-dire que ce sont des vitamines qui ont besoin de gras pour pouvoir être assimilées. Et surtout, c'est ce que demande et ce dont a besoin ce fameux cholestérol qui est biodisponible. C'est ce dont a besoin l'hormone pour constituer la testostérone. Le deuxième aliment et constructeur de la testostérone, comme on a parlé de cholestérol et de gras, c'est l'huile d'olive extra vierge. Les études montrent qu'il y a une augmentation potentielle de la testostérone d'environ 17% lorsqu'on consomme de l'huile d'olive régulièrement. Moi, perso, je prends une cuillère à soupe d'huile d'olive pure le matin, complètement à jeun. En fait, au réveil, l'organisme, comme il sort d'un long jeûne nocturne, le taux de testostérone est à son maximum naturel. Et ensuite, il est biologiquement programmé pour chuter tout doucement tout au long de la journée. Rappelle-toi de ce cycle de 24 heures. Prendre des acides gras monoinsaturés et de très haute qualité à jeun a deux fonctions. Tout d'abord, il va relancer la production de la bile, il va activer le foie en douceur. Ensuite, en donnant à son corps de la matière grasse pure, sans un seul gramme de glucides, on ne provoque pas de pic d'insuline. On va freiner la chute de la testostérone matinale en offrant à ton système des graisses parfaites pour stabiliser la production tout au long de la journée. Mais si l'idée d'avaler de l'huile d'olive pure dès le matin, ça peut te paraître violent, je peux le comprendre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, tu vas utiliser l'huile d'olive dans tes plats, soit en assaisonnement. Et si tu dois la faire chauffer, ne la fais pas trop chauffer parce que sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Donc, si on résume bien, on a comme gras, on a les œufs entiers, on a l'huile d'olive vierge. Maintenant, on va avoir les oméga 3 que l'on va prendre dans les poissons gras. Une usine n'a pas uniquement besoin de matières premières pour fonctionner. Il lui faut des étincelles et c'est la deuxième famille d'aliments. Les minéraux qui sont déclencheurs. Et l'aliment numéro 1, c'est l'huître parce qu'elle est concentrée en nutriments ultimes pour l'homme. Qui est quoi? Qui est le zinc.
Le zinc va être très bien pour la qualité des spermatozoïdes, elle va être bien pour le système immunitaire, mais aussi elle va être bien pour la production de testostérone. Bon, en fait, pour te donner une idée, 6 huîtres, c'est l'équivalent de 30 mg de zinc, ce qui recouvre 3 fois le besoin quotidien de l'organisme. Si tu n'aimes pas les huîtres, tu peux trouver du zinc dans les viandes rouges et dans les abats. Et si tu es vegan ou si tu es végé, tu peux les trouver notamment dans les céréales complètes et dans les noix, notamment les noix du Brésil. Deux petites noix du Brésil couvrent environ 200 mg de sélénium. Mais c'est très intéressant parce que le sélénium intervient en fait carrément, ce sont des activateurs au niveau des testicules pour pouvoir aider au niveau du stress oxydatif et qui va permettre en fait que la machine ne s'enraye pas. La densité de cette noix est tellement forte que la consommation de plus de 2 ou 3 peuvent être vraiment très considérées comme un excès et voire même peuvent être toxiques. Donc c'est dire la puissance que peut avoir les graines, les noix du Brésil dans la production de testostérone, surtout lorsqu'on a une faiblesse. Maintenant, on va passer à des choses qui sont hyper essentielles, qui sont le timing du repas. Parce que c'est bien le timing du repas, mais aussi c'est ce qu'elle contient. Le plus important, numéro 1, c'est le petit déjeuner. Il faut qu'il soit protéiné et gras. Par exemple, un petit déjeuner idéal, c'est un petit déjeuner avec de l'huile d'olive, avec des œufs entiers, des légumes sortis du frigo et quelques tranches de pain complet. Et si tu es pressé, il y a du skyr avec quelques graines de courge, de la banane et des amandes et des noix du Brésil. Le but absolu, c'est d'esquiver cette insuline, ce pic d'insuline dès le matin. Et le café, bien entendu, se prend après le repas. Pourquoi après le repas? Parce que comme on l'a vu plus haut, le café dans l'estomac vide va générer une réponse au stress. Le corps libère l'hormone du stress, à savoir du cortisol. Le but absolu, en fait, c'est d'esquiver le pic glycémique. Et le café, lui, pour être bien toléré, il faut qu'il se prenne après le repas. Tu vas me dire, quel est le rapport avec la testostérone? Eh bien, le cortisol et la testostérone utilisent les mêmes précurseurs métaboliques pour être fabriqués dans notre corps. Si tu donnes l'ordre de fabriquer du cortisol en masse pour gérer le stress avec ton double expresso à jeun, tu voles en fait littéralement la matière première pour la testostérone. Alors que si tu les manges de la bonne graisse d'abord, ça va faire tampon et ça va adoucir la réponse de stimulants. Et l'absence de glucides le matin va bloquer l'insuline. Si tu sécrètes plein d'insuline, le corps comprend qu'il faut stocker l'énergie et il va mettre en pause la production hormonale. Et cette logique de l'insuline gouverne aussi également le déjeuner. Le rappel, il est simple. Dans ton assiette, je sais que c'est pas facile, mais dans ton assiette, tu dois avoir au moins 50% de légumes, le reste de protéines et de féculents. L'ennemi à abattre, c'est ce fameux coup de barre de 15 heures. On l'a tous connu, hein, il suffit qu'on mange un peu trop lourd l'après-midi, soit un sandwich qui était un peu trop garni, et cette somnolence, c'est le signe carrément du crash glycémique majeur. Ton corps va sécréter de l'insuline, va gérer le sucre que tu lui as donné dans le sang, et puis après, il va s'effondrer directement. Et ce fameux grand 8, c'est un désastre pour ton énergie. Ça atteint l'usine hormonale pour tout le reste de l'après-midi. La vigilance disparaît et tu deviens carrément léthargique. Et pour terminer, la fin de la journée est le plus important parce que au final, c'est là que 80% de la testostérone quotidienne va être produit sur la phase de sommeil profond. Donc ça veut dire que derrière ça, il va falloir que tu le prépares correctement. Et là, ça va soulever une vulnérabilité qui est immense. T'imagines quand même un gars qui exécute parfaitement ce protocole. Le matin, il mange protéiné plus gras. L'après-midi, il fait attention. Il esquive, qu'on appelle ça les baisses glycémiques l'après-midi. Mais il finit son dîner un peu trop tard. Il mange un peu trop lourd, des pâtes, de l'alcool, etc. Et c'est, en fait, le gars, là, il est clairement en train de dynamiter tous les efforts qu'il a fait dans la journée. Oui, je sais, c'est dur, mais ça veut dire que derrière ça, si tu mets en place un protocole, il faudra que tu le suives vraiment jusqu'au soir. L'architecture du sommeil est la clé de voûte. Et l'alcool, c'est son pire destructeur. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on prend de l'alcool, on a tendance à croire que ça aide à dormir parce que c'est un sédatif qui est léger. Mais effectivement, ça endort vite. Oui, là-dessus, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que l'alcool, en fait, va carrément détruire la phase de sommeil profond. Et c'est sur cette phase-là que se construit la testostérone. Donc, sans sommeil profond,
Le message, en fait, il n'est pas envoyé à l'usine et pour fabriquer la testostérone. La règle qui est à retenir le soir, c'est assez simple, c'est de manger 3 heures avant d'aller se coucher, d'avoir zéro tolérance pour l'alcool, tout au moins la semaine, et pas de sucre après les repas. C'est bien tout ça, mais toi, tu as besoin d'avoir des résultats, hein, donc du concret. Qu'est-ce qui se passe en fait si tu arrêtes tout ça? Déjà, en arrêtant l'alcool le soir et en stabilisant ta glycémie, déjà, tu vas retrouver de l'énergie vitale et ton aubergine va être mais très dure dès le matin. Et pour ça, il faut environ 2 à 4 semaines. Et c'est assez rapide finalement. Tout au moins, au ressenti, oui. Mais pour avoir vraiment des marqueurs au niveau de tes analyses, au niveau de tes analyses sanguines, surtout au niveau de ta testostérone, il va falloir environ 12 semaines pour pouvoir réinitialiser la chaîne de production. Donc, il faut compter aux alentours 3 mois. C'est le temps nécessaire au renouvellement des cellules et de baisser les inflammations. Donc, si tu as bien compris, la machine doit se décrasser et pour cela, il faut une alimentation la moins transformée possible car nos aliments, maintenant, il faut dire ce qui est, hein, il y a de moins en moins de vitamines dedans. Les brocolis que tu pouvais manger ou que tu manges aujourd'hui ont beaucoup moins de densité nutritionnelle qu'il y a 50 ans. C'est pour ça qu'il faut l'accompagner de temps en temps de la supplémentation en vue d'optimiser en fait les résultats. Il n'y en a pas 50 000, il y en a juste 3 qui sont destinés pour les hommes. Déjà, il y a la vitamine D3. 70% des hommes en France seraient carencés. Et quand on connaît l'implication de cette molécule, en fait, le fait de dire vitamine, c'est carrément trompeur et voire même sous-coté. Parce qu'en réalité, elle intervient vraiment comme une pré-hormone. Elle intervient vraiment dans la construction hormonale, système immunitaire, etc. Ensuite, il va avoir le zinc et le magnésium bisglycinate. C'est pas un mot barbare, c'est pas non plus un truc que tu vas acheter en supermarché et qui ne va pas fonctionner. Pourquoi spécifiquement ça? Parce que ça va être très bien assimilé par le corps. Et c'est ce qui va faire la différence entre ce que tu achètes en supermarché qui va finir dans les toilettes et dans ce qui va finir réellement en fait dans tes cellules. Et les protéines dans tout ça. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi également de l'industrie du fitness qui exploite souvent ce désespoir, notamment avec des poudres et des compléments alimentaires au lieu d'apprendre clairement aux gars à mieux manger. C'est une industrie qui nous vend de l'illusion avec des poudres miracles pour compenser un mode de vie qui est complètement flingué et qui est complètement biologiquement faux. Donc tout ça pour dire que si tu dois prendre des protéines en poudre pure, favorise la whey, parce que c'est neutre, il n'y a pas de souci. Le danger, ce sont ces énormes pots de gainers qui sont censés te faire prendre de la masse. Et ces poudres, en fait, elles sont gorgées de maltodextrine. C'est une forme de sucre qui va faire exploser, en fait, ton insuline. Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'insuline, c'est ce qui va bloquer et arrêter immédiatement la production hormonale. Donc le gars qui prend de la gainer qui pense nourrir ses muscles alors qu'en réalité il est en train de se castrer chimiquement sa propre production de testostérone et en plus de ça derrière ça il va stocker de la graisse. Et quid des personnes qui sont végétariennes et véganes? Là, clairement, je vous demande d'être extrêmement rigoureux et d'avoir une alimentation la plus variée possible. Ne commencez pas à devenir végétarien du jour au lendemain comme ça parce que c'est la tendance du moment. Parce que derrière ça, il peut y avoir un effondrement hormonal et il peut y avoir des carences. Donc essayez de trouver un compromis entre votre éthique et les contraintes physiologiques ancestrales. Bon, maintenant, on va rassembler toutes les pièces du puzzle et on va faire le constat final. Le constat final, en fait, c'est quoi? À 49 ans, j'ai plus de clarté mentale et d'énergie largement supérieure à mes 37. Ce n'est pas génétique, ce qui prouve que ce n'est pas une question d'âge. Reprendre le pouvoir, ça commence par un truc simple. Tu commences juste par le petit déjeuner. Je pense que tu peux faire des œufs, tu peux faire tout ce que j'ai indiqué précédemment. Mais tout ça, en fait, ça ouvre une porte à une réflexion qui est beaucoup plus vaste. On a décortiqué ce fameux cycle masculin de 24 heures avec ce zénith le matin qui soutient la prise de décision et suivi par un lent déclin inévitable l'après-midi. En ce moment, la société commence à discuter enfin d'adapter le mode de travail au cycle de la femme. Ça, je trouve que c'est génial. Mais ça m'amène à poser une question tout aussi fondamentale sur l'homme. Si la biologie masculine implique une baisse drastique de capacité hormonale dès le milieu d'après-midi,
pourquoi la culture de l'entreprise s'obstine à maintenir et à organiser des réunions les plus intenses avec des brainstorming aux alentours de 16h, 17h. À l'instant précis où l'usine hormonale des collaborateurs est en train de tirer sa révérence pour le reste de la journée. Exiger une performance maximale quand l'organisme amorce sa fermeture chimique, c'est un contresens évolutif total à mon sens, et ça n'engage que moi. Donc pousser un mec à lutter contre son horloge biologique tous les jours et toute la journée, c'est s'assurer qu'en rentrant chez lui, il va être complètement vidé, incapable de se régénérer, et il va reprendre ce même cycle destructeur dès le lendemain. Mais au final, est-ce que ce serait pas toute l'architecture de notre journée de travail qu'il faudrait redessiner autour de notre vraie biologie? Une idée fascinante pour conclure. Si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité d'avoir un bilan gratuit qui va te permettre de savoir où tu en es et quels sont les leviers qu'il faut mettre en place. Et si cette vidéo t'a parlé, et ben tu n'as qu'à la partager avec tes potes, et bien sûr tu n'oublies pas de t'abonner. Et moi je te dis à bientôt. Ciao.